Salut, je suis la fille que mes parents traitaient de déchet, simplement parce que j'ai épousé un homme noir qu'ils considéraient comme un moins que rien. Ils ont loué ma sœur pour avoir épousé un homme riche. Ils m'ont dit que j'étais une honte. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était qui il était vraiment, et le temps qu'ils le découvrent, il était déjà trop tard pour réparer les dégâts. Alors, avant de commencer, dites-moi, quelle heure est-il chez vous? Et avez-vous déjà été jugé pour la personne que vous aimiez? Laissez un commentaire ci-dessous. Je vous écoute. Je me tenais là, le coton doux du mouchoir pincé entre mes doigts, la broderie légèrement effilochée au coin. R et monsieur les nôtres. Quelqu'un l'avait laissé tomber négligemment. Peut-être moi. Peut-être quelqu'un d'autre essayant d'être cruel de manière subtile. Mais le fait qu'il ait été trouvé à côté de la poubelle, cela semblait délibéré, comme un point d'exclamation à la fin d'une phrase que personne n'osait prononcer à voix haute. L'air à l'extérieur du country club était lourd et collant, comme un souffle retenu trop longtemps. Marcus avait marché devant vers la voiture, les mains dans les poches, les épaules droites mais lasses. Je le suivais de quelques pas, mes talons cliquant sur le chemin de pierre. Aucun de nous n'a dit un mot jusqu'à ce que nous atteignions le véhicule. Il m'a ouvert la portière côté passager, comme il le faisait toujours un gentleman, même après ce qui venait de se passer. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé doucement, alors que je m'installais. Je ne suis même plus sûr de ce que ce mot signifie, ai-je répondu, pliant soigneusement le mouchoir sur mes genoux, comme s'il contenait encore quelque chose de sacré. Le trajet du retour fut silencieux, pas tendu, juste vide, comme si quelque chose avait été arraché de nous et laissé là-bas sur cette table de brunch, entre les pichets en argent et le tintement des mimosas. Je n'ai pas pleuré. Je n'en avais pas besoin. Au lieu de cela, j'ai compté le nombre de fois où j'avais été assise à la table des enfants, même à plus de 30 ans. Les anniversaires oubliés, les étapes importantes de mon travail dont ils ne m'ont jamais parlé. La façon dont maman avait regardé Marcus, comme s'il avait traîné de la boue sur le tapis blanc de son image parfaite. J'ai compté le nombre de fois où j'avais laissé couler. Combien de fois je m'étais murmuré, ils ne comprennent tout simplement pas encore. Mais la vérité était qu'ils comprenaient. Ils s'en fichaient, tout simplement. Au moment où nous sommes arrivés dans l'allée, Marcus était déjà en train de desserrer sa cravate. Notre modeste maison de style artisanal était nichée tranquillement à l'est d'Atlanta. Nous l'avions achetée ensemble il y a 5 ans. Aucun héritage, aucune aide, juste nos propres économies et un prêt que nous avons remboursé par anticipation. J'ai ouvert la porte d'entrée et le parfum de lavande m'a envahi. Le diffuseur d'huile s'était programmé à la perfection. Quelle ironie! Tout à l'intérieur de notre maison fonctionnait mieux que n'importe quelle réunion de famille à laquelle j'avais assisté. Marcus s'est dirigé vers la cuisine. « Je vais faire du thé », a-t-il proposé, comme il le faisait toujours lorsque quelque chose piquait trop profondément pour être pensé avec des mots. J'ai hoché la tête et me suis dirigé vers le salon, tenant toujours le mouchoir. Je l'ai posé sur la table basse, à côté du sous-verre sur lequel on pouvait lire « L'amour pousse mieux dans les petites maisons ». Il y a eu un moment, un éclair, où j'ai failli rire, mais c'était amer, aigu. Je me suis assise et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je n'avais pas prévu de faire cela aujourd'hui, pas comme ça. Mais quelque chose en moi avait basculé, s'était fissuré. C'était peut-être la façon dont ma mère m'avait regardé lorsqu'elle avait dit « Tu as épousé quelqu'un de inférieur, ma chérie ». Comme si l'amour était une valeur boursière. Comme si Marcus, l'homme qui était resté éveillé toute la nuit avec moi pendant les start-up ratés et les licenciements soudains, valait moins que le charme plastique collé au faux sourire du fiancé de Calista. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Marcus n'était pas un concierge. Il ne l'avait jamais été. C'était juste l'histoire que nous les laissions croire. Il possédait une entreprise de nettoyage, 5 contrats à travers l'État, plus de 60 employés et une participation silencieuse dans un groupe immobilier commercial qui venait de conclure un portefeuille de 12 millions de dollars. Mais nous ne les avons jamais corrigés, parce que nous voulions voir s'il m'aimait pour moi-même. La réponse, aujourd'hui, avait été forte et claire. J'ai ouvert un dossier intitulé « Patrimoine immobilier, Bundy Venture ». J'avais aidé à le créer. Marcus avait insisté pour que je sois inscrite comme copropriétaire sur tout. Nous avions bâti un empire sous leur nez pendant qu'ils se versaient des mimosas et riaient de mes choix descendants. Ils n'avaient jamais eu besoin de leur approbation, mais d'une manière ou d'une autre, je recherchais toujours leur amour, ou du moins leur reconnaissance. Un léger tintement m'a ramené à la réalité. Marcus a posé une tasse à côté de moi et s'est assis sur la coudoir. « Je suis désolé »,
a-t-il dit, simplement, tranquillement, mais avec cette pointe de douleur qu'il essayait tant de cacher. J'ai secoué la tête. Tu n'as pas à être désolé. Il m'a regardé pendant un long moment. Alors pourquoi ai-je l'impression d'être la raison pour laquelle ils te font ça? Je me suis blotti contre lui, posant ma tête sur sa poitrine. Parce que tu es le miroir. Tu leur montres qui ils sont vraiment. Il me serra contre lui, une main dessinant des cercles sur mon épaule. Et j'ai pensé à ce mouchoir, comment même l'amour, soigneusement cousu, pouvait être jeté de côté lorsqu'il ne correspondait pas au récit de quelqu'un d'autre. Mais pas au mien. Pas cette fois. J'ai tenu ce petit carré de lin tout le long du chemin du retour. Il reposait sur mes genoux comme une question sans réponse. La ville défilait en flou silencieux, des vitrines que nous connaissions par cœur, des intersections où nous nous étions autrefois disputés sur les directions, le fleuriste où Marcus m'avait surprise avec des lys blancs après ma première fausse couche. De retour à la maison, le clic familier de la porte d'entrée m'a ramené au présent. Marcus s'est dirigé directement vers la cuisine, a desserré son col et m'a demandé si je voulais du saumon rôti ou un sauté. J'ai dit, ce qui est le plus simple, même si aucun de nous n'avait envie de manger. Il a quand même fait les gestes, calme et prudent, comme si protéger le dernier morceau de notre dignité commençait par une poêle chaude et de l'ail frais. Je suis allé dans la chambre et j'ai fermé doucement la porte derrière moi. La pièce était sombre, éclairée seulement par la douce lumière ambrée d'une seule lampe sur la commode. Sur le mur se trouvait notre photo de mariage, juste nous deux devant un palais de justice à Savannah. Moi dans une simple robe ivoire, lui dans ses plus beaux atours du dimanche. Aucune famille à nos côtés, juste une rafale de vent soulevant mon voile et ses mains autour de ma taille, comme s'il savait à quel point ce jour était fragile. Je l'ai regardé pendant un moment, mon reflet dans le verre à peine visible. Ils ont dit que j'avais épousé quelqu'un de inférieur à moi. Mais ce qu'ils n'ont pas dit, ce qu'ils ne m'ont jamais demandé, c'est pourquoi je l'avais choisi. Pas une seule fois, un membre de ma famille ne m'a demandé comment il était quand j'étais malade, ou comment il m'avait soutenu à travers chaque lettre de rejet lorsque mes demandes de bourse étaient refusées. Au lieu de cela, j'ai eu droit, le fiancé de Calista vient de lui acheter une Tesla. Vous êtes toujours en location, vous deux? Et, bien sûr, on ne peut pas transformer un concierge en gentleman. Le fait est que Marcus n'était même pas concierge. C'était juste l'étiquette qu'il lui avait collée le jour où ils ont vu son badge lorsqu'il a aidé à nettoyer après un gala de charité. Ils ne lui ont jamais demandé ce qu'il faisait là. Ils n'ont jamais remarqué qu'il ne répondait à personne, que le responsable de l'entrepôt lui rendait compte. Mais je les ai laissés penser cela. Peut-être parce que je voulais savoir qui ils étaient vraiment, sans les masques. Je me suis assise au bord du lit et j'ai laissé mon esprit dériver des années en arrière, en terminale au lycée. L'auditorium était bondé. Je venais de remporter le symposium scientifique de l'État de Géorgie, la première place, pour mon projet sur la nanofiltration solaire. Le directeur m'a serré la main, la foule a applaudi et je me suis retourné pour chercher mes parents. Ils applaudissaient aussi, mais pas pour moi. Calista avait été nommée capitaine des Pom-Pom Girls la même semaine, et maman avait apporté des ballons. Elle a de la présence, a dit papa ce soir-là au dîner. Nous ne sommes pas tous faits pour les microscopes. Plus tard, au même printemps, Calista a ramené à la maison un garçon issu d'une famille puissante, le fils d'un sénateur. Je me souviens de la façon dont ils l'ont accueilli comme un roi. Quand je leur ai dit que je voulais aller au bal de promo avec Aaron, mon partenaire de laboratoire, un garçon calme et brillant qui était noir, maman a pincé les lèvres et a dit « Tu n'es pas prête pour ce genre de problème, ma chérie. » Je n'ai pas été autorisé à y aller. Ils n'ont jamais prononcé le mot à voix haute, mais je l'ai entendu quand même. Ce n'était pas une question de race, pas seulement de race. C'était l'image, le statut, les apparences. C'était le Dieu qu'ils adoraient, et j'étais l'offrande qu'ils sacrifiaient volontiers pour le satisfaire. Les assiettes à dîner tintaient doucement dans la cuisine. L'odeur de citron et de romarin flottait dans l'air, chaude et réconfortante. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la commode et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il était là, un brouillon d'article de blog que j'avais écrit il y a des mois, jamais publié. Marié à un milliardaire, traité comme un fardeau. J'ai cliqué dessus et j'ai défilé lentement. Paragraphe après paragraphe, tout y était exposé, les participations de Marcus, la société d'investissement privé qu'il avait bâtie de toutes pièces, le congé sabbatique qu'il avait pris juste pour gérer les opérations de première main et se salir les mains. J'avais écrit chaque mot avec l'espoir qu'un jour je serais prête à le partager,
à tirer le rideau et à laisser le monde voir qui nous étions vraiment. Mais ce n'était plus la question. Je n'avais pas besoin d'applaudissements. Je ne voulais pas de gros titres. Je voulais juste arrêter de me poser la question, me haïrait-il encore s'il savait qui il était? Et maintenant, j'avais ma réponse. J'ai défilé jusqu'en bas de l'article, j'ai plané au-dessus de publier et j'ai cliqué sur enregistrer le brouillon. Pas aujourd'hui. Du couloir, la voix de Marcus est venue, douce et régulière, le dîner est prêt. J'ai fermé l'ordinateur portable, je me suis levé et j'ai touché à nouveau le coin de notre photo de mariage. Peut-être qu'ils ne le verront jamais, ai-je murmuré. Mais moi, si. Et c'est suffisant, pour l'instant. En entrant dans le couloir, l'odeur du saumon rôti m'a de nouveau accueilli. Une assiette chaude, une chaise familière et un homme qui n'avait jamais eu besoin d'un titre pour être mon égal. Je n'avais pas besoin de vengeance. J'avais juste besoin d'une preuve de plus qu'ils ne m'avaient jamais vu, seulement ce que je valais pour eux. Et ne le sauriez-vous pas, elle est arrivée 3 matins plus tard, soigneusement glissée dans notre boîte aux lettres comme une offrande de paix de quelqu'un qui ne s'était jamais excusé. Une épaisse enveloppe couleur crème, lourde de prétention. Mon prénom était gravé en or. Prénom seulement. Pas de gay invité. Aucune reconnaissance de Marcus. L'étiquette d'adresse était imprimée, pas écrite à la main. J'ai hésité sur le seuil, le soleil caressant le bout de mes doigts alors que je les passais le long du bord de l'enveloppe. Peut-être que c'était ça. Peut-être qu'il me voyait enfin. Peut-être que c'était une sorte de pas vers la réconciliation. À l'intérieur se trouvait une carte plate et brillante. Fond en marbre. Accent or rose. Une photo de Calista dans une robe blanche et un homme à côté d'elle qui avait l'air de s'entraîner à sourire devant le miroir. Célébrer l'union de Calista Winthrop et Sterling Dallard, l'une des étoiles montantes du Sud dans l'innovation technologique. Il n'y avait pas de mots, pas d'appel, pas même un « j'espère que vous pourrez venir ». Je suis resté un long moment dans le hall d'entrée, la carte à la main, me demandant si je devais rire ou crier. Au lieu de cela, je l'ai posée sur la table de l'entrée et je suis allé me faire du thé. Ce soir-là, mon téléphone a sonné juste après 20 heures. Maman. J'ai laissé la messagerie vocale répondre. Puis, 1 minute plus tard, elle a rappelé. Contre mon meilleur jugement, j'ai décroché. Rowena, a-t-elle dit, sur ce ton léger et théâtral qu'elle utilisait pour les cocktails et les réunions de copropriété. Tu as reçu l'invitation, j'espère. Oui. Oh, ma chérie, ça va être spectaculaire. Sterling vient de finaliser l'accord avec Rivetech. Il vaut officiellement 8 chiffres maintenant. Tu peux le croire? Notre petite Calista a vraiment décroché quelqu'un avec de la vision. Pas de pause. Pas de « comment vas-tu » ? Aucune mention de Marcus. Je me suis raclé la gorge. Suis-je censé y assister? Eh bien. Elle hésita, à peine. C'est plutôt une affaire triée sur le volet, tu sais. Mais bien sûr, nous aimerions avoir ton soutien, d'une autre manière. Calista veut vraiment que ce soit élégant. Je ne me souviens pas avoir raccroché, mais je me souviens du silence qui a suivi. Marcus a jeté un coup d'œil depuis le canapé où il pliait le linge, ses sourcils se levant légèrement. J'ai secoué la tête. Juste du bruit, ai-je dit. 2 jours plus tard, mon téléphone a de nouveau vibré. Un texto de Calista. Salut, maman dit qu'un tableau à $1150 de cette galerie que tu aimes serait parfait. Peux-tu l'envoyer au lieu de réception? Pas de salut. Pas de comment vas-tu? Pas même un s'il te plaît. Je l'ai relu 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je ne savais pas ce qui piquait le plus, l'audace désinvolte, ou le fait qu'il croyait vraiment que c'était tout ce à quoi je servais, un distributeur automatique de billets ambulants. L'année dernière, elle a complètement oublié mon anniversaire. Je lui ai quand même envoyé des tulipes et un mot écrit à la main qui m'a pris 20 minutes à écrire. J'avais soigneusement choisi chaque mot, espérant toujours, au fond, que je puisse être vue comme plus qu'une simple remplaçante entre les étapes importantes de la famille. Je suis sorti sur le balcon et j'ai laissé l'air nocturne me frapper le visage. La ville en contrebas scintillait comme un mensonge lointain, joli de loin, vide de près. Appuyé contre la rambarde, j'ai repensé à toutes les fois où j'étais intervenu lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Quand les factures médicales de grand-père se sont accumulées, je les ai payées. Quand le toit de maman s'est effondré après la tempête, j'ai couvert les entrepreneurs.
Quand Calista voulait que sa voiture soit réparée rapidement, elle n'appelait pas papa, elle m'appelait. Mais l'amour était toujours conditionnel, mesuré en statut, dévalué par la couleur de la peau, le compte en banque ou la façon dont je me présentais sur le papier. J'ai sorti mon téléphone, ouvert l'application Notes, tapé « N'envoie pas de cadeaux ». Ils t'ont donné leur vérité. Donne-leur la tienne. Je l'ai enregistré, fermé l'écran. Marcus est sorti sur le balcon quelques minutes plus tard, posant une tasse chaude de camomille près de mon coude. Il n'a rien demandé. Il n'en avait pas besoin. Je l'ai regardé. Ils m'ont invité, en quelque sorte. Et ils veulent quelque chose de moi. Il a souri doucement. Bien sûr qu'ils le veulent. Je n'ai pas répondu au texto. Mais j'ai commencé à élaborer un plan. Je n'ai pas envoyé le tableau. Mais j'ai envoyé quelque chose d'autre. Quelque chose qu'ils n'avaient pas vu venir. Tout a commencé par un appel discret, passé le lundi matin suivant, juste après que j'ai fini de charger le lave-vaisselle et que Marcus soit sorti pour son jogging matinal. Je me tenais pieds nus sur le carrelage, regardant la douce brume d'Atlanta défiler devant les fenêtres, le téléphone collé à mon oreille. Monsieur Feldé, ai-je dit, gardant un ton égal. Rowana. Toujours un plaisir, a-t-il dit chaleureusement. Je pensais juste au renouvellement de la bourse pour le couple moral. Ils ont fait de réels progrès avec les installations recyclées. C'est justement pour ça que je vous appelle, ai-je dit, me dirigeant vers le comptoir pour me verser une deuxième tasse de café. Je veux les financer entièrement. Pas besoin d'attendre la réunion du conseil d'administration. Virez simplement le montant dont nous avons discuté. Il y a eu une pause, le bruit de lui ajustant quelque chose sur son bureau. Eh bien, c'est incroyable. Ils seront ravis. J'ai posé doucement la tasse. Aussi, retirez la participation de la galerie Delphine à l'événement Introp d'Allard. Il n'a pas répondu tout de suite. Rowana, a-t-il dit prudemment, c'est ce vendredi. Ils ont déjà? Je suis au courant. Mais nous avons toujours dit que notre galerie ne s'aligne pas sur les valeurs performatives. Et vous m'avez dit un jour que votre admiration pour Marcus n'était pas seulement personnelle, elle était philosophique. Il y a eu un moment de silence sur la ligne. Puis il a expiré lentement, et j'ai pu entendre le léger craquement de sa chaise en cuir qui se penchait en arrière. Vous avez raison, a-t-il dit. Je vais les appeler cet après-midi. J'ai terminé l'appel et j'ai posé mon téléphone sur le comptoir. Puis je me suis enfin autorisé à respirer. Jeudi matin, les ondulations étaient devenues des vagues. Je n'ai pas eu besoin de faire défiler longtemps pour voir le dénouement silencieux. Un murmure de panique avait frappé le circuit des relations publiques, l'événement de fiançailles de Calista venait de perdre son principal partenaire artistique, et avec lui, leur collection personnalisée qui était censée élever la soirée de l'ordinaire à l'élite, comme l'a dit un média. Apparemment, quelqu'un avait essayé de remplacer les pièces par des toiles florales produites en série provenant d'un entrepôt de décoration intérieure. Cela n'a pas été bien accueilli. Un tweet disait, de Curated à Cringe, comment les fiançailles de Dallard ont perdu leur éclat du jour au lendemain. Je n'étais pas tagué, mais je l'ai vu. Ce soir-là, pendant que je pliais le linge, mon téléphone a de nouveau vibré. Un message d'un journaliste que je connaissais vaguement, par l'intermédiaire d'un vieil ami. Tout ce qu'il disait était, c'était toi. J'ai regardé l'écran, puis j'ai tapé un seul emoji, un sourire pincé. Et je l'ai envoyé. Je ne leur devais aucune explication, et je n'allais certainement pas leur donner un gros titre. Vendredi est arrivé. Je n'avais aucune intention de regarder la diffusion en direct, mais la curiosité a été la plus forte. Alors que je remuais une casserole de soupe aux lentilles dans notre petite cuisine, Marcus a posé sa tablette sur le comptoir et a ouvert le flux. La scène était exactement ce à quoi je m'attendais, un kiosque drapé de blanc, des invités clinquants, une humidité inconfortable du sud. Mais quelque chose manquait, l'art. Les murs blancs derrière la scène criaient plus fort que n'importe quel décor soigné. Juste un espace plat et quelques centres de table dispersés qui en faisaient trop. La mère de Sterling a été prise sur un micro ouvert en train de dire « C'est indigne de nous ». Calista souriait, mais ses yeux ne l'étaient pas. J'ai éteint la tablette. Plus tard dans la nuit, vers 21h, mon téléphone a de nouveau sonné. J'ai failli ne pas répondre, mais le nom qui clignotait à l'écran était prévisible. Maman, j'ai décroché et je n'ai rien dit. Sa voix a sifflé à travers la ligne avant même que je puisse expirer. Qu'est-ce que tu as fait?
Je me suis assise sur le bord du canapé, croisant une jambe sur l'autre. Bonjour à toi aussi. Ne joue pas à la timide avec moi, Rowena. Tu as retiré ton nom, ton argent, quoi que tu aies fait. Tu nous as tous mis dans l'embarras. Tu as gâché le grand jour de ta sœur. J'ai éloigné le téléphone pendant une seconde, puis je l'ai ramené. Je n'ai rien gâché. J'ai simplement choisi de ne pas participer. N'est-ce pas ce que tu as toujours voulu? Tu es méchante. Tu es jalouse. J'ai failli rire. Jalouse de quoi? Un spectacle basé sur des goûts empruntés et de faux sourires? Tu as toujours eu besoin que tout tourne autour de toi. Cette partie a piqué, mais je ne l'ai pas laissé l'entendre. J'ai gardé ma voix calme, délibérée. Maman, tu as demandé de la distance. Je ne fais que la respecter. Il y a eu un moment de silence, puis la ligne est devenue morte. Je n'ai pas rappelé. Cette nuit-là, alors que le ciel s'assombrissait au-dessus de la ville et que le bourdonnement de l'été s'estompait à l'arrière-plan, je me tenais sur le balcon avec une douce couverture en polaire autour des épaules. Marcus est sorti, pieds nus, les cheveux encore humides de la douche, et s'est tenu à côté de moi. Il n'a rien demandé. Mais je tenais quelque chose dans ma main, une petite boîte en velours. J'avais autrefois l'intention de leur donner un souvenir. Je l'avais conçu il y a des mois avec un artisan de Santa Fe. Une sculpture sculptée de 2 arbres entrelacés. L'un était en érable, l'autre en frêne. Symbole des racines, de la résilience, de la famille, même lorsqu'elle est brisée. Je ne l'ai jamais envoyé. Je ne le ferai jamais. Marcus n'a rien dit quand il m'a vu debout là avec la petite boîte en velours. Il s'est juste approché, a passé son bras autour de mes épaules et s'est tenu avec moi sous le léger bourdonnement de la nuit. Nous n'avions pas besoin de mots. Certaines vérités vivent en silence. 3 jours passèrent. La fête de fiançailles s'est effacée des gros titres. Le chat familial s'est calmé. Mais pas moi. Il pleuvait ce matin-là, des gouttes douces et régulières tapant contre les fenêtres de notre loft. Le genre de pluie qui étouffe les sons et ralentit le temps. Je n'étais pas sorti du lit. Je ne sentais pas le besoin de le faire. Ou peut-être que je ne méritais pas encore de bouger. Marcus avait posé une tasse de café fraîche sur la table de nuit à côté de moi, encore chaude. Il n'avait rien dit en l'apportant. Il s'est juste penché, a pressé un baiser sur ma tempe et a quitté la pièce avec la même grâce tranquille qu'il avait toujours. Je suis resté allongé là, les yeux déconcentrés, regardant le plafond s'éclairer lentement avec la lumière matinale tamisée. La photo encadrée de notre mariage était posée sur la commode en face de moi, juste nous deux, main dans la main, dans le jardin derrière le palais de justice, riant comme des fous. Pas de grands gâteaux, pas de robes assorties. Personne de ma famille n'était venu. Pas même un message vocal. Je pensais que le temps les adoucirait, ai-je murmuré dans la pièce. Le temps ne les avait pas adoucis. Il avait juste rendu leur masque plus poli. J'ai tendu la main vers mon téléphone, sans vraiment savoir pourquoi. Peut-être pour vérifier la météo. Peut-être pour faire défiler les photos des dernières semaines, pour me rappeler que la vie avait, en fait, continué. Mais ce que j'ai vu à la place, c'était un nouveau mémo vocal du chat familial, envoyé par erreur, semble-t-il. La légende disait juste « mise à jour de papa ». Je l'ai tapoté. Au début, juste de la statique. Puis la voix de mon père. Elle a choisi d'épouser quelqu'un de inférieur à elle. Que puis-je dire? Elle a toujours eu un mauvais jugement. Il a ricané. Pas un rire gentil. Plutôt comme quelqu'un savourant une blague privée. Une autre voix s'est jointe à lui, Calista. Eh bien, moi j'ai bien épousé. Au moins, je n'ai pas apporté la honte. Puis silence. Je me suis assise lentement. Mon corps donnait l'impression d'être fait de sable mouillé. Ma main tenant le téléphone tremblait. Non pas parce que c'était inattendu, mais parce que c'était si délibéré, si facile. Il ne pensait pas que je l'entendrais. C'est cet aspect qui a brisé quelque chose de profond en moi. J'ai failli le supprimer. Mon pouce planait au-dessus de la petite icône de la corbeille. J'aurais pu l'effacer, tout comme ils avaient essayé d'effacer des morceaux de moi pendant des décennies. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai appuyé sur transférer, je l'ai envoyé à mon propre courriel et j'ai ajouté une note, rappel pour quand j'oublierai. Si jamais je pense à demander à nouveau leur amour, écoute ça.
J'ai posé le téléphone face contre terre sur le lit et j'ai regardé le plafond. La pièce était silencieuse, mais j'entendais encore leur voix, flottant, moqueuse, suffisante. Le genre de dédain qui ne vient pas d'un désaccord, mais d'une conviction. La conviction que je n'étais jamais assez. Que peu importe ce que je réalisais, qui j'aimais, ce que je construisais, je serais toujours la fille qui les décevait simplement en existant en dehors de leur moule. Je me suis finalement levé, je me suis enveloppé dans la chemise en flanelle de Marcus et j'ai marché pieds nus jusqu'au salon. Le café avait refroidi. Je ne l'ai pas réchauffé. Je n'en avais plus besoin. Cet après-midi-là, j'ai nettoyé le placard du couloir. Non pas parce qu'il en avait besoin, mais parce que j'avais besoin de toucher quelque chose, de jeter quelque chose, de trier quelque chose. Au fond, il y avait une boîte que je n'avais pas ouverte depuis des années, des cartes d'anniversaire, quelques vieilles lettres, une rose séchée d'un corsage que personne n'était venu me voir porter. J'ai jeté la plupart de ces choses. Ce soir-là, alors que la pluie tombait encore sur la ville et que le feu de la cheminée vacillait doucement dans le coin, je me suis assise sur le tapis avec la dernière chose que je n'avais pas jetée, le faire-part de mariage. La moitié était déjà brûlée. J'en avais allumé le bord il y a des mois, pendant un moment de faiblesse. Mais je ne l'avais jamais laissé brûler complètement. Je n'étais pas prête à ce moment-là. Maintenant, je fixais le coin carbonisé et les lettres dorées parfaitement imprimées. On pouvait y lire, ensemble avec leur famille. J'ai expiré, régulièrement, calmement. Et juste avant que les dernières braises du coucher du soleil ne disparaissent sous l'horizon, je me suis penché en avant, j'ai jeté le faire-part dans les flammes et j'ai regardé. Aucune alarme incendie ne s'est déclenchée. Les flammes s'étaient éteintes depuis longtemps, mais l'odeur de papier brûlé persistait faiblement lorsque je me suis réveillé le lendemain matin. Les cendres du faire-part de mariage se trouvaient encore dans le plateau près de la cheminée, de petites boucles grises de prétention. Je ne les ai pas touchées. Au lieu de cela, je me suis enveloppé dans le cardigan surdimensionné de Marcus, je suis allé pieds nus dans mon bureau à domicile et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je n'y étais pas allé depuis quelques jours, mais la boîte de réception n'avait pas attendu. J'ai cliqué sur quelques factures, une proposition de financement, puis j'ai fait une pause. Objet, lancement de la liste de mariage, aperçu en édition limitée. L'expéditeur, une agence de relations publiques spécialisée dans l'art de vivre que je connaissais trop bien. Ils avaient déjà travaillé avec la start-up de Calista. J'ai failli le supprimer sans l'ouvrir, mais une partie de moi, curieuse, amère, a quand même cliqué. Le corps du courriel était joyeux et rose et plein de points d'exclamation. Un carrousel d'images s'est chargé lentement. La quatrième m'a serré la poitrine. C'était un gadget de cuisine, simple, élégant, conçu pour être posé discrètement sur un comptoir. Un tamis à fleurs durable, avec un système à double compartiment et un revêtement en poudre écologique. La légende disait, conçu par l'équipe de Winthrop Studio, brevet en instance. Mais je l'avais déjà vu. Je me suis levé lentement, j'ai marché jusqu'au placard du couloir et j'ai sorti une vieille boîte à chaussures du haut de l'étagère. À l'intérieur, enveloppé dans du papier de soie marron, se trouvait un prototype, soudé à la main par Marcus il y a 3 ans, dans notre premier appartement. Je me souviens qu'il ponçait le bord avec un couteau à beurre et plaisantait, c'est fonctionnel, mais ça ne gagnera pas de prix. C'était le soir où nous avions mangé des céréales pour le dîner parce qu'il avait dépensé le budget des courses en pièces détachées. De retour à mon bureau, j'ai ouvert un dossier archivé de Google Drive, que j'avais créé sans que Marcus ne le sache jamais. J'avais scanné et sauvegardé chaque croquis qu'il dessinait, chaque prototype qu'il laissait sur la table en disant « ce n'est pas encore réel, ne perds pas ton temps à le classer ». Mais je les avais classés. Tous. Sous le nom d'une vieille LLC que j'avais créée il y a des années pour du conseil indépendant. Inactive, poussiéreuse, mais toujours à moi. On protège l'homme qu'on aime, ai-je murmuré, même de son propre optimisme. Et maintenant, ma sœur l'utilisait pour vendre son rêve, sous sa marque, sans la moindre reconnaissance. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas envoyé de texto à Marcus. Au lieu de cela, j'ai sorti un bloc-notes légal, puis j'ai ouvert un modèle de mon dossier d'archives légales. J'ai changé la date, mis à jour le SKU du produit et changé le nom sur la ligne de contact en The Winthrop Collective. Objet, mise en demeure, utilisation non autorisée de la propriété intellectuelle. Sous la ligne de signature, j'ai ajouté mon pseudonyme, Clara V. Lorne, représentante légale, Jinston Holdings LLC.
Puis j'ai pris un post-it jaune pâle et j'ai griffonné une seule ligne avant de la plier à l'intérieur de l'enveloppe. Vous aimez l'idée, vous ne saviez tout simplement pas que c'était la nôtre. Je l'ai scellé et je l'ai glissé dans mon bac à courrier sortant, adressé au cabinet représentant l'entreprise de Calista. Discrètement. Proprement. Sans mise en scène. Je suis resté un moment à la fenêtre après cela, regardant les nuages bas se déplacer à travers les toits de la ville. L'air était plus frais, plus pur. Il n'y aurait pas de conférence de presse, pas d'annonce. Juste un lent resserrement du nœud coulant sur leur ambition. J'ai commencé à m'éloigner lorsque mon téléphone a vibré. Nouveau courriel de maman. Tellement excité de me joindre au brunch de mariage de Calista ce dimanche. Famille seulement. On reste classe. J'ai hâte. Aucune mention de moi. Je n'étais même pas en copie. Il avait été transféré par accident, encore une fois. Pas de RSVP. Pas d'adresse. Juste le silence, épais comme du sirop. J'ai laissé l'écran s'éteindre, j'ai marché jusqu'au porte-manteau et j'ai attrapé mon blazer. Il ne m'avait pas invité, mais je n'avais pas l'intention de rester à la maison non plus. J'ai glissé le téléphone dans la poche de mon manteau et j'ai boutonné le blazer ivoire d'une main ferme. Il était tôt, le genre de matinée fraîche où l'air avait un goût de vérité, frais, vif et impossible à ignorer. Au moment où je suis sorti de la voiture devant le domaine viticole, le soleil s'était déjà étendu sur les collines, faisant scintiller les vignes comme si elles avaient été badigeonnées de miel. Le brunch de mariage était déjà en cours. L'espace événementiel s'étendait sur une pelouse en terrasse, bordée de tentes blanches et de cascades de composition florale. Du jazz doux filtrait dans l'air, se mêlant au rire et au tintement des verres. Tout criait et élégance soignée. Je n'étais pas invité. Mais je suis venu quand même. À l'intérieur de la tente principale, Calista était au milieu d'un toast, une coupe de champagne à la main, vêtue d'une robe ivoire qui semblait tout droit sortie d'un shooting magazine, intentionnel, immaculé, stérile. Mon entrée n'est pas passée inaperçue. Sa voix s'est cassée une seconde lorsqu'elle m'a vu près du fond. Notre mère était assise à une table de dirigeants, tous souriants comme s'ils venaient de conclure un accord d'1 million de dollars. Au moment où elle m'a vu, son expression s'est assombrie. « Ce n'est pas à propos de toi, Rowena », a-t-elle dit, sans même essayer de baisser la voix. Mon père n'a pas levé les yeux de son mimosa. Il a juste marmonné, je pensais que nous avions clairement indiqué à qui était ce moment. Les invités se sont retournés pour regarder. Certains ont évité le contact visuel. Quelques-uns ont chuchoté, inclinant la tête. Une femme a serré ses perles. Pas au figuré. Littéralement. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. J'ai trouvé une place vide près du fond de la tente, je me suis tenu les mains jointes devant moi et j'ai écouté. Calista s'est vite reprise, levant à nouveau sa flûte. Comme je le disais, la famille n'est pas seulement ceux qui partagent votre sang. C'est ceux qui vous élèvent, qui reflètent le meilleur de vous-même. Et parfois, vous devez faire des choix difficiles pour protéger votre paix. Quelques rires, plusieurs hochements de tête polis, des pics à peine voilés enveloppés dans du ruban et du ressentiment. Lorsque les serveurs ont fait circuler le champagne à nouveau, ils ont complètement ignoré mon côté de la tente. J'ai fait un pas en avant pour prendre une coupe sur le plateau du coin, mais un jeune serveur m'a intercepté. Il n'était pas impoli, juste nerveux. « Je suis désolé, mademoiselle », a-t-il dit, les yeux se dirigeant vers Calista. « Vous n'êtes pas sur la liste. » Je lui ai adressé un petit sourire machinal. « Ce n'est pas grave. Je préfère l'eau plate de toute façon. » Mais le sourire n'a pas tenu. Je me suis retourné et j'ai traversé le côté de la tente, suivant un petit chemin de pierre qui menait au jardin. Une arche de glycine s'étendait au-dessus, projetant des ombres violet clair sur le gravier en dessous. Je me suis tenu là, hors de vue, laissant le bourdonnement de la fête s'estomper derrière moi. C'est alors que j'ai entendu des pas. « Excusez-moi », a appelé une voix grave. « Êtes-vous Rowena ?» Je me suis retourné. L'homme était grand, aux cheveux argentés, avec une présence calme qui semblait totalement déplacée dans ce cirque. Il portait un costume bleu marine sans cravate, les poignets déboutonnés et une pochette en cuir sous le bras. Je le suis. Il m'a tendu la main. Grégory Verne. Je crois que vous êtes la Rowena qui a sauvé notre expansion du 3e trimestre l'année dernière. J'ai cligné des yeux. Vous êtes le père de Sterling ? Il a légèrement ricané. Techniquement, oui.
bien que nous dirigions des empires très différents. Il aime les mesures des médias sociaux. J'aime les usines qui ne ferment pas. J'ai souri, un vrai sourire cette fois. Je ne savais pas que vous seriez là. Eux non plus, d'après les regards que j'ai reçus. Il a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule vers la tente. Mais mon assistant a confirmé. C'est votre LLC qui est intervenu lorsque notre centre de distribution d'Atlanta a failli fermer. Je voulais vous remercier en personne. Je viens de signer les papiers. C'est Marcus qui a fait chanter les chiffres. Il m'a étudié un instant, son regard calme mais perçant. Savent-ils qui vous êtes? J'ai doucement ri. Je ne pense pas qu'il se soit jamais assez soucié de le découvrir. Il a hoché la tête lentement. Alors peut-être qu'aujourd'hui est un bon jour pour commencer à le leur dire. J'ai regardé mes mains vides. Je ne suis pas venu pour faire une scène. Bien. Alors permettez-moi de vous faire une suggestion. Il s'est placé à côté de moi, sortant son téléphone. Après quelques tapotements, il me l'a tendu. Vote du conseil d'administration, lundi matin. Ils ont demandé des éclaircissements sur un nouveau bloc d'investisseurs. Je leur ai recommandé d'autoriser votre présence, puisque, eh bien, vous possédez 12% maintenant. J'ai regardé l'écran, essayant de respirer malgré la serrement dans ma poitrine. Je n'ai pas demandé le pouvoir, ai-je dit. Non, a-t-il répondu en souriant doucement. Mais vous l'avez gagné quand même. Le vent s'est levé juste assez pour faire bruisser les feuilles autour de nous. J'ai sorti mon téléphone, ouvert ma liste de contacts et tapé un message. Déclencher le vote, lundi. Je serai là. Le chauffeur de Gregory Verne est venu me chercher à 8 heures précises le lendemain matin. J'avais à peine dormi, mais on ne pouvait pas le dire en me regardant. Je portais du noir, non pas par deuil, mais par clarté. Une robe à col montant, des lignes épurées, les cheveux attachés en arrière. Aucun bijou à l'exception d'une bague en argent à l'annulaire droit. Pas une alliance. Une promesse à moi-même. Le trajet jusqu'à San Francisco a été silencieux jusqu'à ce que nous traversions le pont et que les toits de la ville apparaissent. C'est alors que Gregory a finalement parlé. Ne clignez pas des yeux aujourd'hui, a-t-il dit. Même s'il vous en supplie. Je me suis tourné vers lui et j'ai hoché la tête une fois. Je ne le ferai pas. À 9h14, nous sommes entrés à l'étage de la direction de Verne Holdings. Le couloir à l'extérieur de la salle du conseil d'administration bourdonnait d'activités, avocats, assistants, caméras discrètement glissées dans les coins. La presse n'avait pas été invitée, mais elle était arrivée quand même, chuchotant le mot vote. À l'intérieur de la salle du conseil, chaque fauteuil en cuir était occupé. La longue table luisait sous les lumières fluorescentes, et tout sentait légèrement le café et le bois poli. À la tête de la table était assis Sterling Dallard, essayant d'avoir l'air confiant, et à côté de lui, ma sœur. Calista ressemblait à une statue, impeccable en surface, mais fragile à la base. Sa robe était en soie crème, ses cheveux étaient bouclés en vagues parfaites et ses lèvres étaient serrées. Elle ne s'attendait pas à me voir. Pas comme ça. Gregory m'a fait signe de m'asseoir à côté de lui. J'y suis allé lentement, délibérément, et je me suis assise. Un silence s'est abattu sur la pièce comme la première rafale de vent avant une tempête. Avant de commencer, a dit Gregory, se levant les deux paumes sur la table, je voudrais présenter officiellement la coprésidente du vote pour la séance d'aujourd'hui, mademoiselle Rowena Hartley. Les yeux de Calista se sont agrandis. Son vernis à ongles couleur champagne s'est visiblement fissuré lorsqu'elle a serré sa pochette. Sa voix a brisé le silence. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Gregory est resté calme. Vos fiançailles impliquaient un transfert de capital proposé à travers le portefeuille du Nevada. Selon la charte de fiducie, cela nécessite un vote familial unanime. Et puisque Rowena est répertoriée comme cofiduciaire de cette entité. Vous mentez, a lancé Calista. Elle ne fait même pas partie de cette famille. Elle l'est, a interrompu Gregory, officiellement et sur papier. J'ai glissé un mince dossier vers le centre de la table. Clause 12b, page 4. Ma signature, déposée il y a 3 ans sous la fondation Hartley inactive. Je l'ai réactivée la semaine dernière. Mon père, assis à l'autre bout, est devenu pâle. Rowena, tu ne ferais pas ça. Je n'ai pas élevé la voix. Je l'ai déjà fait. La pièce a retenu son souffle. Sterling s'est penché en avant, clairement confus.
Attendez, cela signifie. Cela signifie, a dit Grégory, que sans le vote de Rowanna, votre accord de fiançailles n'a pas accès aux parts de capital dans les avoirs du Nevada et de la Floride. Le silence s'est brisé. Calista s'est levée brusquement. Elle est ta mère. Elle a toujours été mesquine. Elle sabote mon avenir parce qu'elle n'a pas pu se construire le sien. Je l'ai regardée, vraiment regardée. Tu as volé les créations de mon mari. Tu t'es moqué de notre mariage. Tu as effacé mon nom de ta liste de mariage mais tu as demandé mon argent. Et maintenant tu es en colère parce que j'ai enfin dit non. La mère de Calista, notre mère, a essayé d'intervenir. Ce n'est pas le lieu. C'est exactement le lieu, a dit Grégory. Le conseil accepte le vote de mademoiselle Rowanna Hartley de révoquer la clause de fiançailles temporaire de Calista Winthrop, avec effet immédiat. Le marteau est tombé. Littéralement. Puis les portes se sont ouvertes. La presse s'est engouffrée comme les eaux d'une inondation brisant une digue, microphone, flash, questions criées, visages que je ne reconnaissais pas criant des mots comme coup de force, implosion familiale et une partenaire silencieuse, plus maintenant. Calista s'est tournée vers moi, tremblante. Tu as tout gâché. Je me suis levé, j'ai lissé ma robe et je l'ai regardée dans les yeux. Non. C'est toi qui as fait ça. Le jour où tu as décidé que tu n'avais pas besoin de moi. Elle s'est précipitée vers moi, comme si elle allait dire quelque chose d'autre, mais Grégory s'est interposé entre nous. Il n'y a plus rien à dire. Je suis sorti, les appareils photo clignotant, les têtes se tournant. Mes pas étaient mesurés, mon visage indéchiffrable. Mais à l'intérieur, tout tremblait. Non pas de peur. Pas même de fierté. Du poids de la finalité. Ce n'était pas un triomphe. C'était la vérité. Indéniable, brute et attendue depuis longtemps. Il avait plu la nuit précédente, le genre de pluie lente et persistante qui ne demande pas d'attention mais qui imbibe tout en silence. Dimanche après-midi, le ciel au-dessus des collines s'était dégagé, mais l'air conservait encore ce doux parfum de terre humide et d'eucalyptus. J'ai ouvert les fenêtres pour le laisser entrer. La maison était silencieuse. Pas le genre de silence creux qui suit une dispute ou un départ. C'était différent. Attendu. Mais pas lourd. Un calme mérité. J'ai traversé lentement le hall d'entrée et je suis entré dans le couloir arrière, où le vieux bureau de grand-père était resté intact depuis le jour où j'avais emménagé. Je n'avais pas eu le cœur de le redécorer. La faible odeur d'huile de citron et de vieux papier persistait encore. Les étagères étaient telles qu'il les avait laissées, méticuleusement rangées, ses livres par ordre alphabétique, des loupes encore glissées à l'intérieur des encyclopédies de jardinage. L'enveloppe était exactement là où je l'avais laissée, sur le coin du bureau, juste sous la lampe en laiton avec une fissure dans son abat-jour. Je l'avais croisée tous les jours cette semaine. Parfois, je la regardais. Une fois, je l'avais prise, puis je l'avais reposée. Mais aujourd'hui, je me suis assise. J'ai pris une inspiration, j'ai glissé mon doigt sous le rabat et je l'ai doucement ouverte. À l'intérieur se trouvait une seule photographie, légèrement vieillie sur les bords. C'était moi, peut-être 6 ou 7 ans, assise en tailleur dans la serre de grand-père, entouré de petits pots de lilas en bourgeon. Mes joues étaient tachées de terre, mon sourire était large. Il était agenouillé à côté de moi, une main sur mon épaule, l'autre tenant un arrosoir, incliné juste comme il faut. Une fleur de lilas était pressée à plat derrière la photo, séchée mais intacte. Et en dessous, une carte écrite de sa main. J'aurais reconnu ces lettres majuscules soignées n'importe où, même s'il ne vous avait jamais vu. Je l'ai toujours su. Je n'ai pas pleuré tout de suite. Je suis resté assise avec elle d'abord. Je l'ai laissé s'installer dans mes os. Je l'ai laissé parler à l'endroit qu'aucun vote de conseil d'administration ni aucun titre ne pouvait atteindre. Mais finalement, les larmes sont venues. Non pas chaudes ou frénétiques, mais douces, soulagées. Quelqu'un m'avait vu. Non pas pour ce que je pouvais faire. Non pas pour qui j'avais épousé. Non pas pour l'argent que je n'avais pas donné ou la fête à laquelle je n'avais pas assisté. Il m'a vu tel que j'étais, tel que je suis. La lumière a changé alors que le soleil commençait à descendre vers l'ouest. Je me suis levé, j'ai essuyé mon visage et j'ai remis délicatement la photo dans l'enveloppe. Puis j'ai pris mes clés et je suis sorti. Le trajet jusqu'à ma galerie était court, 15 minutes de rue sinueuse et de panneaux stop. La petite vitrine modeste était la mienne depuis 3 ans maintenant.
Je n'en parlais jamais, pas avec ma famille, certainement pas avec Calista. Mais elle avait grandi, tranquillement, régulièrement, comme les plantes que grand-père avait l'habitude d'entretenir. À l'intérieur, les murs étaient encore en grande partie nus. Je n'avais pas organisé d'exposition depuis l'automne dernier. Mais aujourd'hui, j'ai apporté quelque chose de personnel. J'ai choisi le mur du milieu, celui directement en face de la vitrine, et j'ai accroché la photo dans un cadre noir mat, avec une petite plaque en laiton en dessous. Calista s'était moqué de moi pour ça. Tu accroches des trucs comme ça et les gens pensent que c'est une friperie, avait-elle ri. Essaie au moins d'avoir l'air d'être à ta place dans ce monde. Je me suis reculé et j'ai souri. La plaque disait, l'héritage se mérite, il ne se donne pas. Alors que j'ajustais le cadre, une voix douce derrière moi a parlé. Mademoiselle Hartley? Je me suis retourné. C'était Aaron, la stagiaire d'été que j'avais embauchée il y a des mois. Elle serrait un dossier de prospectus, les yeux grands ouverts par la curiosité. Puis-je vous demander quelque chose? J'ai hoché la tête. Elle a baissé les yeux une seconde, puis les a relevés. Comment avez-vous survécu à tout ça? J'ai soutenu son regard, j'ai pensé à toutes les façons dont je pouvais répondre, les avocats, les nuits blanches, la thérapie, le silence. Mais ce que j'ai dit était simple. J'ai arrêté de me demander pourquoi il ne m'aimait pas, ai-je dit. Et j'ai commencé à m'aimer moi-même. Aaron a hoché la tête lentement, puis est retourné au bureau pour finir de trier les tirages. Je suis resté un moment de plus devant le cadre. Cette photo, celle que personne d'autre n'avait vue, était maintenant accrochée là où tout le monde pouvait la voir. Et non pas parce que j'avais besoin de prouver quoi que ce soit, mais parce que finalement, je n'en avais plus besoin. Je n'ai pas gagné en les brisant. Je n'ai pas gagné en devenant plus bruyante, plus riche ou plus cruelle. J'ai gagné en refusant d'être eux.